Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 285e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Alors donc comme toujours le lundi, c'est l'international, donc peut-être que ça va pas être très très long aujourd'hui parce que finalement il y a une certaine accalmie sur le front, mais on va néanmoins voir ça. Alors nous avons Igor aujourd'hui qui va assumer l'entièreté du briefing puisque Arnaud est en vacances, bien mérité, et nous lui souhaitons un excellent repos. Donc, Igor, que s'est-il passé dans le monde? Est-ce qu'il y a encore des développements? Est-ce que Trump a de nouveau changé d'avis sur quelque chose? Que s'est-il passé? Bonjour Président, bonjour à tous. En fait, je crois que depuis le dernier briefing de jeudi, il s'est pas passé réellement grand-chose depuis le retournement donc vis-à-vis du sommet de Budapest et les développements autour d'histoire des actifs gelés russes. Où est-ce qu'on en est? Alors, sur les actifs gelés, eh bien, l'Union européenne a décidé de botter en touche pour l'instant et de renvoyer au mois de décembre une décision sur que faire de ces actifs. Je reviens pas sur le détail puisque Arnaud, jeudi, a très bien analysé et expliqué quels étaient les enjeux et les mécanismes envisagés par la Commission pour tenter de mettre la main sur cet argent. Cette pause est liée principalement, mais pas seulement, au blocage de la Belgique et notamment du Premier ministre belge qui a refusé d'endosser donc pour l'instant ce mécanisme. Évidemment, en raison du risque considérable, à la fois risque réputationnel, mais aussi, et c'est directement lié, risque vis-à-vis des autres pays qui ont déposé des avoirs souverains, des titres, chez Euroclear notamment, et qui pourraient très bien décider de retirer cet argent si jamais les Européens décidaient de procéder à la confiscation de ces avoirs de la Banque centrale russe. Donc je reviens pas sur tout ceci, mais les Belges, donc pour l'instant, ont dit non. Le Premier ministre belge a d'ailleurs accordé un entretien en fin de semaine au quotidien Le Soir, un quotidien belge Le Soir, pour détailler un petit peu notamment sa réponse. Mais il explique aussi que un autre élément qui fait que la Belgique pour l'instant bloque ce projet-là, c'est que ces avoirs gelés russes rapportent de l'argent au Trésor belge puisque ils génèrent des revenus en termes d'impôts et d'impositions qui sont reversés au budget belge et qui sont notamment affectés, d'après le Premier ministre, au budget de défense. Et on sait que Donald Trump a exigé que les pays de l'OTAN augmentent leur budget de défense. Là aussi, on en avait parlé assez longuement cet été, après le sommet de l'OTAN du mois de juin, avec une première marche à 3,5% du PIB et une deuxième marche idéalement à 5% du PIB accordé aux dépenses de défense. Et bien voilà, ces avoirs russes permettent en partie, mais ils permettent quand même aussi de contribuer à l'effort de défense de la Belgique. Donc pour l'instant, rendez-vous en décembre pour savoir ce qui sera décidé, mais ceci étant dit, d'après Bloomberg, les Européens souhaitent une décision avant la fin de l'année sur cette question des avoirs de la Banque centrale de Russie. Donc on vous tiendra informé sur ce point-là. Le deuxième sujet, eh bien, ce sont la suite du feuilleton russo-américain, voir où est-ce qu'on en est. Alors là aussi, depuis jeudi, c'est pas passé grand-chose. Il y a Monsieur Dmitriev, Kirill Dmitriev, je rappelle donc le directeur du Fonds russe pour les investissements directs et l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour les relations en termes d'investissement et de coopération économique avec l'étranger, qui s'est envolé pour Washington en fin de semaine dernière. En réalité, il y a passé toute la fin de semaine dernière, 24, 25 et 26 octobre, en mission, entre guillemets, service après-vente ou relations publiques auprès des Américains pour essayer d'aplanir un petit peu les angles. Alors, il était censé réaliser toute une série de rencontres avec des officiels américains. Il était question d'une rencontre avec Monsieur Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, qui a aussi un rôle non négligeable dans le processus autour de l'Ukraine. Je n'ai pas trouvé de traces à ce jour de leur rencontre. En tout cas, j'ai pas vu de passer de communication à ce sujet-là. Et pourtant, Monsieur Dmitriev est très, très, comment dirais-je, actif sur les réseaux sociaux. Il poste beaucoup sur X et sur Telegram.
Donc pour l'instant, visiblement, cette rencontre n'a pas eu lieu. En revanche, M. Dmitriev a rencontré des parlementaires américains, et notamment Madame Luna, qui est donc une congresswoman américaine. Et il est question de l'organisation prochaine d'une rencontre interparlementaire entre congressmen et congresswomen américains et des représentants de la Douma russe. Donc, une espèce de, comment dirais-je, quelque chose d'assez classique finalement, qui sont des contacts interparlementaires entre députés de deux pays. Là aussi, Monsieur Dmitriev continue ce rôle qui est le sien qui est entré en jeu, hein, il y a plusieurs mois, d'essayer de créer du lien et du liant entre les Russes et les Américains à travers différents vecteurs. Ça peut être les projets donc de tunnels qui sont annoncés, les archives concernant la mort de Kennedy, sur lesquelles il a aussi les archives ex-soviétiques sur la mort de Kennedy qui ont été transférées aux Américains, et donc il a là aussi est venu, comment dirais-je, surfer un peu sur cet élément. Et là, donc les rencontres avec les parlementaires américains, donc pas de date pour cette rencontre avec les parlementaires, mais il est question d'un avenir proche, selon Monsieur Dmitriev. Côté ukrainien et européen, rien de très neuf non plus. Les Bruxelles et Kiev préparent un document en 12 points qui doit servir de trame à un plan de paix, entre guillemets. C'est quelque chose qui a maintenant une bonne semaine, hein. Et en gros, selon ce document, eh bien, l'idée, d'abord, c'est de contrer, en tout cas d'entraver le projet russe d'échange de territoire, qui a été évoqué un temps entre Donald Trump et Vladimir Poutine. J'en avais là aussi parlé lors de séances précédentes, je ne reviens pas dessus, mais avec l'idée pour que les Russes récupèrent le Donbass en contrepartie d'abandon de prétention sur d'autres territoires ukrainiens, voire de restitution de confettis qui tiennent dans la région de Kharkov, de Soumy et ailleurs. Bon. Donc ce document-là se prononce contre, en tout cas va contre cette idée-là, et à l'inverse, il est en faveur du gel des hostilités le long de la ligne de contact. C'est une position d'ailleurs qui a été affirmée dans une déclaration commune de la semaine dernière des différents chefs de gouvernement, d'État et de gouvernement européens de M. Zelensky, hein, une déclaration commune qui a été signée donc par tous ces chefs d'État et de gouvernement de M. Zelensky, et qui vise à dire qu'il faut cesser les hostilités le long de ce qu'on appelle la ligne de contact, ce qui rejoint un peu l'attitude de Donald Trump désormais, puisque, comme Arnaud l'a indiqué jeudi, il semble être revenu sur l'idée qu'il faut d'abord un cessez-le-feu avant qu'on discute plus amplement de la paix, alors qu'en Corée, il souhaitait un accord tout de suite, un accord de paix, hein, sur le fond, ce qui est la position de la Russie depuis le début de cette affaire. Donc là, finalement, les Européens et les Américains semblent converger de nouveau, mais pour combien de temps, sur cette séquence d'abord d'un cessez-le-feu et puis ensuite de pourparlers. Alors, sur le document européen, il est question que ce plan en 12 points soit surveillé par une commission de paix présidée par Donald Trump. Et la Russie devrait bénéficier, selon ce document, de levées progressives de sanctions, en fonction du déroulé, évidemment, et les 300 milliards de dollars de la Banque centrale de Russie ne seront restitués que si Moscou accepte de contribuer à la réparation et à la reconstruction de l'Ukraine. Il y a évidemment la menace du fameux snapback, à savoir du retour des sanctions, si jamais Moscou ne joue pas le jeu ou si jamais les hostilités venaient à reprendre. Et in fine, dans la dernière étape du plan, il est question que Russes et Ukrainiens discutent du statut des territoires annexés par la Russie et donc des territoires, on va dire, disputés. Voilà, pour l'instant, c'est un plan qui fait son chemin. On comprend que pour les Européens, l'idée, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud et d'essayer de conserver la dynamique qu'ils perçoivent comme positive, puisqu'il y a eu un nouveau retournement de Trump qui est jugé favorable à l'Ukraine. Et par conséquent, il faut essayer le plus possible de capitaliser là-dessus pour garder Trump, entre guillemets, dans son camp avant le prochain retournement qui arrivera, on ne sait pas trop quand, mais qui pourrait peut-être arriver. Je rappelle que Donald Trump doit discuter avec le président chinois, M. Xi Jinping, prochainement. Là, M. Trump est en Malaisie, il fait une tournée en Asie. Et il est notamment question avec les Chinois de discussions autour du sujet du pétrole, puisque, comme Arnaud
l'a indiqué jeudi. Dans les sanctions américaines, il y a des sanctions sur Lukoil et sur Rosneft. Et donc évidemment, il y a là un sujet très important pour les Chinois, mais aussi pour les Indiens, au sujet de savoir comment ils vont gérer leurs importations de brut depuis la Russie, tout en essayant de ne pas trop, comment dirais-je, se mettre dans la zone rouge vis-à-vis des sanctions. Donc autant pour les Chinois, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est plus risqué, plus important peut-être pour les Indiens que pour les Chinois. Les Chinois ont peut-être plus de marge de manœuvre à l'égard de ces sanctions, ces dernières sanctions américaines que ne l'ont les Indiens, qui font encore plus attention à ménager les Américains que ne font les Chinois. Mais néanmoins, les deux hommes vont discuter notamment de pétrole russe lorsqu'ils vont se rencontrer. Et deux petites nouvelles pour conclure ce briefing, qui est donc assez court puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un nouvel échange de corps le 23 octobre dernier entre la Russie et l'Ukraine. Kiev a annoncé le rapatriement de 1000 corps de soldats ukrainiens. Et selon le correspondant de guerre Yevgeny Padoubny, que certains connaissent peut-être, les Russes ont récupéré de leur côté 31 dépouilles, donc ça fait 1000 pour 31 d'échangés. Je dirais, le dernier élément de contact entre les Russes et les Ukrainiens sont ces échanges de corps. Il y a eu des échanges de prisonniers, mais cela fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de nouvel échange de prisonniers. Et en ce qui concerne les discussions sur le fond, les discussions diplomatiques, les Russes et les Ukrainiens ne se sont plus parlé depuis cet été, et les échanges paraissent quand même très, très bloqués. Et dernière info, au moment où nous parlons, eh bien, le président Poutine rencontre la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères au Kremlin. Donc, un nouveau voyage pour la diplomate, la chef de la diplomatie nord-coréenne, qui donc est venue à Moscou. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, même presque on pourrait dire quelques jours, M. Medvedev était en Corée du Nord avec le chaman, le fameux artiste russe très en vogue, patriote s'il en est, qui a donné un concert en Corée du Nord. Et bien là, on voit maintenant la visite de la chef de la diplomatie nord-coréenne. Alors, je vous en dirai peut-être plus jeudi sur ce qui ressort de ces échanges entre le président russe et Madame Choi Son-hee, si jamais je n'écorche pas son nom. Merci beaucoup. Alors, on a quelques questions, alors quelques-unes qui sont liées à ton exposé, notamment la question des rencontres interparlementaires. Ça pourrait se produire où? Il y aura un lieu et surtout, est-ce que ce sera bipartisan côté américain? Est-ce qu'on a des sénateurs qui sont déjà intéressés? D'où vient cette idée? Est-ce qu'elle a un sens? Bah, faire parler les députés, ça a toujours du sens et c'est toujours évidemment utile que la représentation parlementaire des deux pays se rencontre. C'est des pratiques tout à fait courantes, hein, je dirais, entre les pays qui ont des parlements et qui, comment dirais-je, échangent. Alors, en théorie, oui. Dans le contexte actuel, ça peut paraître d'autant plus important qu'il y a une crispation, il y a une phase de crispation entre Russes et Américains, indépendamment du contexte de fond, qui reste évidemment confrontationnel. Mais depuis que Trump est arrivé en février, il y avait quand même eu un adoucissement de la tonalité et les Américains, je rappelle, ne parlent plus d'infliger une défaite stratégique à la Russie depuis que M. Biden a quitté la Maison-Blanche et maintenant c'est plutôt du côté de Bruxelles qu'on évoque encore l'idée d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Donc évidemment que il y a un climat qui est un peu plus propice à ce type de contact, à voir qui pourrait ensuite y participer. Alors évidemment qu'il y aura des parlementaires américains qui seront complètement vent debout, on peut imaginer notamment chez les démocrates, mais aussi chez certains républicains qui sont, comment dirais-je, assez hostiles à l'idée d'intensifier les contacts avec la Russie. Mais on peut imaginer qu'il y aurait quelques parlementaires américains qui seraient quand même intéressés. Alors, dans quelle mesure ils seraient représentatifs? C'est pas trop, il faudrait d'abord voir qui va y aller. Mais cela dit, ce serait peut-être aussi un nouveau canal pour faire passer des idées, recevoir d'autres idées et discuter de la relation. Alors quant au lieu, on peut penser à la Turquie, si on veut délocaliser la rencontre, parce qu'il y a déjà eu des contacts établis entre Russes et Américains, entre les délégations russes et américaines en Turquie. Il y a aussi des rencontres dans le Golfe. Donc ça peut être des destinations envisageables pour ce type de rencontres. Mais je vous en dirai plus dès qu'on en saura un peu plus. Pour l'instant, c'est un projet qui a été mis sur la table. Attendons de voir si jamais il se réalise.
Merci. Autre réaction, les archives Kennedy. Je dois dire, je n'avais jamais entendu parler côté russe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Ça concerne période soviétique de Lee Harvey Oswald ou qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces documents? Alors, C'est le côté complotiste qui se oui, réveille. ben non, mais évidemment, non, non, mais effectivement, les Russes ont transmis certaines archives soviétiques manifestement déclassifiées assez récemment concernant entourant la période de l'assassinat du président américain, donc Kennedy. Alors, je n'ai pas vu de quelles archives il s'agit. D'ailleurs, je ne sais pas si pour le public, elles sont consultables en ligne ou si jamais c'est quand même entre guillemets, un geste qui a été fait à l'égard des Américains. Mais il est évident que les Soviétiques, dans cette période-là, avaient quand même des antennes, et c'est peu de le dire, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et ailleurs, qui avaient des réseaux d'agents qui formaient des révolutionnaires, etc., dans la région, et que par conséquent, il doit y avoir des choses assez intéressantes concernant cette page. Je doute qu'il y ait la clé de l'énigme dans ces archives-là, mais si je les trouve, je jetterai un œil et puis je vous dirai ce qu'il en ressort. En tout cas, c'est un geste de plus que les Russes essaient de faire pour alimenter la relation avec les Américains, même si on sent que là, côté Trump, il a un peu pris la mouche quand même et il a été, comment dirais-je, frustré du fait qu'il n'ait pas de succès attendu, en tout cas que lui attendait dans les relations avec la Russie, notamment en ce qui concerne de mettre un terme à ce conflit. Alors, à propos de conflit, alors c'est pas directement lié à la Russie, mais on nous demande un peu la position de la Russie. Dans les vieux conflits de la planète, il y a celui du Sahara espagnol, enfin, le Front-Sahraoui, le conflit finalement larvé entre le Maroc et l'Algérie. Il semblerait qu'il y ait des éclaircies assez inattendues de ce point de vue-là, avec un certain espoir d'arriver bientôt à un genre de paix. Euh, Est-ce que la Russie a un positionnement en faveur de l'une ou l'autre des parties? Quelle est la position russe là-dessus? Alors, la Russie a de bonnes relations avec l'Algérie, avec le Maroc, peut-être même meilleures avec l'Algérie qu'avec le Maroc historiquement. Il y a des relations économiques qui se développent de manière tout à fait positive avec le Maroc. Quand on regarde les échanges économiques entre les deux pays depuis une dizaine d'années, en réalité, ils font que augmenter d'année en année, avec évidemment la fameuse mauvaise année post-Covid, hein, et durant le Covid, qui était évidemment une fausse note, mais parfaitement compréhensible. Mais d'une manière générale, les relations sont très bonnes. Et donc, il y a une forme d'équidistance, je dirais, entre les deux pays, entre de la Russie vis-à-vis de ces deux pays-là. Alors, sur le Sahara occidental, il faudrait que je revoie, mais les Russes étaient relativement actifs sur le dossier, en tout cas, essayer de promouvoir une forme de, comment dirais-je, de médiation. Je doute qu'il y ait une reconnaissance de ce qu'on appelle la marocanité du Sahara occidental par la Russie à court terme. Je pense que c'est pas le sujet. Il y a, une fois de plus, j'ai de bonnes relations avec l'Algérie qui ont été un peu ternies par certains développements au Mali et au Sahel, notamment liés à l'activité de Wagner, enfin activité de Wagner qui n'est plus, puisque Wagner n'est plus présent officiellement au Mali, puisqu'il a été remplacé par le corps africain du ministère russe de la Défense. Et donc, ce qui mettait Moscou dans une position délicate vis-à-vis à la fois de son grand partenaire historique algérien et d'autre part de son ancien nouveau ou nouveau ancien partenaire sécuritaire au Mali. Et donc, c'est évidemment une position un petit peu difficile, à laquelle les Russes, pour l'instant, sont parvenus à manœuvrer, malgré tout. Et M. Lavrov, qui s'exprimait récemment dans un entretien, alors peut-être c'était l'entretien qu'il a accordé aux médias hongrois ce week-end, ou un autre entretien, je ne sais plus, dans lequel il dit, mais finalement, toute cette histoire dans les relations entre l'Algérie et le Mali, c'est la faute bien, du tracé des frontières qui a été réalisé par l'ancienne puissance coloniale, et donc ce qui a permis de reboucler sur le récit néocolonialiste et de critiquer la France. C'est toujours utile et ça mange pas de pain, comme on dit. Voilà. Alors, on nous pose plusieurs questions parce que ça semble être une nouvelle à propos du nouveau missile qui arriverait, qui existerait, et qui serait un missile
à propulsion nucléaire capable de voler indéfiniment et de s'abattre soudainement sur sa cible à point nommé. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a un fond de raison dans tout ça? Ça pose d'autres problèmes, notamment celui de la dissémination nucléaire. Pour le coup, si ça bat, il y aura forcément une partie nucléaire dedans. Est-ce que ça fait partie d'un récit, genre c'est les nouvelles armes invincibles en V1, V2? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Alors effectivement, il y a eu la réalisation d'un test la semaine dernière, le 21 octobre, mais qui a été officialisé, enfin dont on a parlé, communiqué officiellement seulement hier, d'un nouveau type de missile qui s'appelle Bourevestnik, qui est en fait le nom d'un oiseau hein, en russe, qui est une nouvelle arme, fait partie de ces nouvelles armes dont le président russe a notamment parlé abondamment en mars 2018 lors de son allocution devant l'Assemblée fédérale, et qui a la spécificité d'avoir un système de propulsion nucléaire, ce qui lui donne donc, en théorie, une capacité de vol, en théorie limitée, puisque tant qu'il y a du combustible nucléaire, eh bien, il peut voler et tourner autour de la planète, et puis ensuite s'abattre, alors on lui dit de s'abattre au moment où il s'abat. Bon. Donc, lors de ce test, le 21 octobre, ce missile aurait, d'après le ministère russe de la Défense, volé pendant une quinzaine d'heures et parcouru 14 000 kilomètres. Alors, c'est une arme qui a une vocation stratégique, puisque c'est un missile nucléaire. Euh, c'est une arme que les Russes affirment avoir commencé à développer à partir de 2001, lorsque les Américains se sont retirés du traité ABM, c'est la première administration Bush, qui décide en 2001 de sortir du traité sur l'interdiction de développer des systèmes antimissiles, un traité de l'époque de la guerre froide, qui avait donc été dénoncé unilatéralement par les Américains, qui s'engageaient donc dans la création de ces boucliers antimissiles, à la fois en Europe, en Alaska et ailleurs, un projet qui a toujours cours en réalité aujourd'hui. Et à l'époque, la Russie avait donc jugé bon manifestement de commencer le développement de cette arme-là. Et on a de nouveau communiqué, enfin, la communication autour de cette arme a débuté à la fin des années donc 2010, en 2018, notamment avec Vladimir Poutine qui a donc expliqué que, en présentant d'autres armes, c'était une arme évidemment révolutionnaire, etc. Alors, il y a eu plusieurs phases de tests, évidemment, et d'ailleurs, ces tests ont été, cette phase a été jalonnée d'échecs, hein, avec des missiles qui explosaient. Alors, le missile qui était un missile test, hein, qui n'était pas chargé de tête nucléaire, hein, mais qui explosait en plein vol ou qui explosait peu après la phase d'envol et empêchait les débris dans l'océan Arctique, etc. Bon, donc évidemment une phase de développement assez complexe. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, Vladimir Poutine expliquait que prochainement il y aurait la démonstration d'une nouvelle arme et que par conséquent, le moment venu, on saurait de quoi il s'agit. Et donc voilà, c'était très certainement ce test qui a été réalisé par la suite. Alors, c'est présenté comme étant une réponse supplémentaire de la Russie au programme de développement aujourd'hui hein, américain de bouclier doré, là, le Golden Dome que Trump notamment veut ériger pour protéger les États-Unis. Et quand on regarde avec le missile Areshnik qui a été testé en grandeur nature, on pourrait dire l'an dernier et on en avait d'ailleurs un petit peu parlé ici, ça élargit la palette de moyens et d'outils de la Russie en matière d'armes stratégiques, puisque Alechnik est une arme, alors qu'on suspecte être de capacité intercontinentale, mais qui a en tout cas capacité à toucher des cibles en Europe, alors que l'autre, du fait qu'elle dispose, ce Bourevesnik, donc d'une propulsion nucléaire, une capacité à toucher en réalité toutes les cibles autour du globe quand on veut, hein, en fonction de ce qu'on met dessus, comme en fonction de ce qu'on veut toucher. Et donc, tout ceci s'inscrit en fait du point de vue des Russes, je pense aussi, dans la volonté de ramener les Américains à la table des discussions sur la stabilité stratégique, sur le contrôle des armements, avant même de parler de désarmement, au moins le contrôle des armements et des armes nucléaires. Je rappelle qu'il y a toujours sur la table cette proposition faite par Vladimir Poutine de prolonger unilatéralement pour un an
le traité New START qui arrive à échéance en février prochain, dès lors que les Américains s'y engagent de leur côté en se tenant au seuil de déploiement d'armes stratégiques qui sont indiqués dans le texte. Pour l'instant, les Américains, hormis une phrase de Trump assez elliptique où il explique que c'est une bonne idée, n'ont pas vraiment répondu. En tout cas, on n'a pas de traces là aussi de déclarations officielles et de contacts entre experts russes et américains à ce sujet. Alors peut-être qu'ils le font de manière très discrète quelque part, et ce serait certainement une bonne idée. Mais pour l'instant, côté russe, les Russes constatent que cette proposition-là n'a pas vraiment trouvé d'écho. Et donc, le déploiement de ce type, cette démonstration de force, hein, évidemment, est un moyen de stimuler ce dialogue. Je rappelle qu'il y a aussi eu un exercice stratégique russe en fin de semaine dernière où la Russie a testé l'ensemble de sa triade nucléaire avec Vladimir Poutine qui était aux commandes de l'exercice, donc à la fois tir de missiles stratégiques depuis les lanceurs mobiles terrestres, tir de missiles depuis la mer de Barents par un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et tir de missiles depuis les bombardiers stratégiques Tupolev 95, donc de missiles censés pouvoir emporter des armes nucléaires. Donc démonstration de force là aussi. Alors ça, ils le font chaque année. Donc en cela, il n'y a rien d'inhabituel. Mais évidemment, vu le contexte en ce moment, ça prend un relief quand même particulier. Et Vladimir Poutine, dernier élément pour ce sujet-là, a signé hier, je crois, ou aujourd'hui, la dénonciation donc, de l'accord signé avec les Américains sur la question du retraitement du plutonium militaire. Là aussi, en matière de signal envoyé pour dire il faut qu'on discute sérieusement du fond du problème, d'égal à égal, la fameuse parité géopolitique que les Russes revendiquent à l'égard des États-Unis et position de discussion qu'ils affectionnent à l'égard des Américains notamment. On discute entre grands de ces sujets-là, sauf que pour l'instant, côté américain, bah, ça répond pas. Ça répond pas trop. Et donc, tout cet épisode-là de tir de missile s'inscrit un petit peu dans ce contexte-là. Mais ce serait une grande première, un missile à propulsion nucléaire. Personne n'a ça pour l'instant. Ça serait une avancée stratégique, un moment de rupture ou pas du tout? Absolument, il n'y a que les Russes qui disposent de ce type d'arme. Alors pour l'instant, il y a un test qui a fonctionné. Alors, il y en a peut-être d'autres qui ont fonctionné, mais celui-ci, visiblement, a été couronné de succès. D'ailleurs, je rappelle qu'il a été réalisé le 21 et qu'on en a eu connaissance que le 26, ce qui veut dire qu'ils ont quand même pris le temps de vérifier un certain nombre de paramètres avant d'officialiser le sujet, puisque, comme je l'ai dit, la phase de test a été jalonnée de nombreux échecs, à tel point que dans la communauté des experts, on estimait que ce projet était probablement voué en réalité aux oubliettes, parce qu'il coûtait cher et qu'il était quand même très, très, comment dirais-je, incertain en termes de résultat final. Là, il n'y a pas eu nécessairement, comment dirais-je, de communication avec de la vidéo, comme on a vu pour Alechnik, par exemple. Là, ils avaient l'air très sûrs de leur coup. Sur Bourré-Vesnik, en revanche, il y a quand même une certaine précaution qui a été de rigueur afin de s'assurer que tout ceci pouvait être considéré comme un succès. Mais partant de là, si jamais ce missile est réellement opérationnel et qu'il est versé donc à l'arsenal nucléaire russe, oui, seuls les Russes en disposent et étant donné ses caractéristiques, effectivement, ça change la donne. Parce que pour les autres types de missiles, bon, il y a comment dirais-je, un carburant, enfin, à propulsion qu'on connaît, les données sont relativement connues. Là, c'est quelque chose de nouveau, avec une trajectoire peut-être aussi là où c'est nouvelle. Il faudrait voir en termes de manœuvrabilité ce que ça peut donner. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. En tout cas, ce sera un sujet de discussion supplémentaire pour les experts russes et américains qui s'attacheront, un moment ou à un autre, à parler de contrôle des armements et de stabilité stratégique. Et pour les Russes, c'est une nouvelle carte dans leurs mains dans la négociation avec les Américains, évidemment, notamment vis-à-vis de ce sujet du bouclier antimissile. Il semble un peu étonnant que les Américains ou Chinois ou même Français se soient pas intéressés à ça avant, ou est-ce qu'il y a des choses dans les cartons, on ne sait pas ça. Alors, sur quelque chose de similaire dans les cartons, j'ai
pas vraiment entendu parler. C'est quand même très spécifique. Une fois de plus, en termes de faisabilité, ça paraît assez ardu. Mais manifestement, les Russes ont rencontré du succès. Là où les Américains, alors les Chinois pour le coup, et même les Français travaillent, c'est sur les armes supersoniques et hypersoniques. Alors là, pour le coup, même les Chinois ont une longueur d'avance très certainement sur les Américains. Ils sont d'une certaine manière dans la même catégorie que les Russes. Ça veut dire qu'il y a une longueur d'avance à la fois du côté chinois, mais côté russe, en termes d'armement hypersonique et supersonique. Les Américains, ils rattrapent leur retard et quand ils s'y mettent, on sait qu'ils mettent beaucoup d'argent et qu'ensuite, in fine, ils rattraperont leur retard. Mais ils le rattrapent en développant tout un tas de différents programmes. Alors là aussi, avec des phases de test et des échecs. Ça arrive même aux Américains, les échecs, hein, c'est évident. C'est pas que chez les Russes ou que chez les Chinois. Et, donc là-dessus, ils avancent. Ceci étant dit, en termes d'originalité, c'est pas la première fois que les Russes nous surprennent. Je rappelle que parmi ces armes, ces nouvelles armes, un petit peu, comment dirais-je, nouvelle génération, voire futuriste, il y a ce drone torpille à propulsion nucléaire qui s'appelle Poséidon, qui est développé là aussi depuis plusieurs années et qui est donc là encore une espèce de torpille autonome à mi-chemin entre une torpille et un drone, on pourrait dire, mais qui a une propulsion nucléaire. Ce qui lui permet là aussi de circuler sous l'océan en théorie pour une durée quasi limitée, vu le type de propulsion. Hein, c'est pas des choses qui sont finies, c'est des choses qui permettent donc de se déployer de manière très très longue. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on prenait alors pour une intoxication, comme à l'époque, vous savez, de la guerre froide, on prétendait développer des projets, alors qu'en fait ces projets n'existaient pas, mais pendant ce temps-là, l'adversaire s'intéressait à ces projets-là et perdait du temps, consommait des ressources, essayait de comprendre ce que vous faisiez, et ça vous permettait de faire autre chose. Bon. Sauf que là, pour le coup, il semblerait que ces armes-là existent, elles existent vraiment, que ce soit pas ce qu'on appelle OUT, quoi, dans le langage comment dirais-je, confirmé en russe, mais que ça soit de vrais systèmes d'armement développés, avec d'ailleurs des sous-marins porteurs spécialement requalifiés pour embarquer ce type de torpilles. Donc vous imaginez bien qu'il faut des engins spéciaux pour manœuvrer ce type de munitions extrêmement sensibles. La question, c'est ensuite évidemment la finalité, l'emploi, la doctrine d'emploi de ce type d'armement et dans quelle mesure on peut ou pas ensuite les faire rentrer et les couvrir avec un texte qui encadre leur surveillance ou leur contrôle dans une logique de stabilité internationale. Pour l'instant, tout ce type de nouvelles armes dont je vous parle depuis tout à l'heure échappe totalement à tout type de mécanisme qui existe entre les Russes et les Américains, ne sont pas couverts a priori par les mécanismes qui existent, qui sont ceux du New START, qui couvrent les missiles balistiques en silo, qui couvrent les missiles dans les sous-marins, qui couvrent ceux qui sont ensuite mis en œuvre par les avions. Enfin, il y a toute une, comment dirais-je, des règles qui existent entre les Russes, qui existent encore aujourd'hui entre les Russes et les Américains pour essayer d'encadrer un minimum ce type d'armement. Bien, ben voilà, au moins qui a le mérite d'être complet. Dernière question, nos auditeurs reviennent sur l'histoire des Gripen suédois. Euh, Avec cette question, est-ce que d'abord, est-ce que ça a un certain degré de sûreté, parce qu'on parlait juste d'un protocole d'intention, est-ce que ça concernerait plutôt une armée future ukrainienne d'après-conflit, ou est-ce que, sachant qu'apparemment il y a déjà des pilotes en formation en Suède, il y a des chances ou des risques, selon le point de vue, de voir ces appareils mis en œuvre sur le front? Alors, ma compréhension, c'est que c'est plutôt pour le coup d'après. Ma compréhension, c'est que c'est plutôt ça fait partie des mécanismes imaginés par les Européens pour muscler l'armée ukrainienne et que finalement, cette armée ukrainienne crédible et équipée soit la première garantie de sécurité dont puissent bénéficier les Ukrainiens une fois qu'il y aura un cessez-le-feu. Et ça, c'est la position de la France notamment, qui consiste à développer et à muscler le complexe militaro-industriel ukrainien. Et c'est la position de beaucoup d'autres pays, dont la Suède, avec notamment donc potentiellement cette flotte de Gripen pour l'Ukraine. Alors commencer à former les pilotes maintenant,
dans cette logique-là, c'est pas tiré par les cheveux. Au contraire, ça demande du temps de former les pilotes sur ce type d'appareil, parce que les Ukrainiens n'ont jamais manœuvré de Gripen. Ils avaient plutôt des avions ex-soviétiques jusqu'à des temps très récents, hein, des MiG essentiellement. Mais pas seulement. Ils ont commencé à recevoir des F-16 et des avions français récemment, mais qui, eux, sont engagés dans certaines missions de combat, typiquement tirer des missiles dans ce qu'on appelle la profondeur du territoire russe, par exemple, ou tirer des missiles contre des installations en Crimée. Ça, c'est des choses qui peuvent réaliser aujourd'hui. Là, le Gripen, comme les avions F-16 ou les avions français, dans ce que je crois comprendre, hein, ont vocation à rester ensuite en Ukraine et que les Ukrainiens apprennent de mieux en mieux à les employer et à les manœuvrer pour gagner en crédibilité et être en mesure de pouvoir contrer une nouvelle offensive russe si jamais celle-ci devait advenir après un cessez-le-feu. C'est ce qu'on trouve dans la littérature des experts, enfin d'experts anglo-saxons, comme la stratégie du porc-épic, c'est-à-dire espèce de boule hérissée de pointe qui est équipé de matériel à vocation défensive et donc suffisamment dissuasif pour, comment dirais-je, prévenir une nouvelle attaque ou autre, spécifiquement évidemment de la part de la Russie dans ce cas-là à l'avenir. Donc, à mon avis, c'est dans cette perspective-là, moi, que j'ai tendance à envisager cette histoire de Gripen. Je mets de côté la question du financement, parce que ça, c'est quand même, ça va coûter quand même beaucoup d'argent. Et comme chacun sait, l'Ukraine n'en a pas, hein, et donc il va falloir trouver à un moment donné un mécanisme de financement, ce qui peut nous renvoyer au premier sujet du jour, celui des actifs russes gelés en Belgique. Et la boucle est bouclée. Merci Igor. Bah, merci de tous ces éléments. Retrouvons-nous donc jeudi pour le plus traditionnel briefing assez complet avec la politique et l'économie intérieure que tu assumeras une fois encore dans son entièreté. Voilà, donc d'ici là, bah, bien entendu, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.